Bonjour à toutes et à tous, Nicolas Dupont-Aignan, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous, député de l'Essonne, président de Debout la France, candidat à l'élection présidentielle. Vous regardez ce qui se passe dans la région sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. Quelle est la signification de la prise de position de Renaud Muselier, de la position des instances des LR? Est-ce que ça veut dire que ce parti est en train d'exploser? Cela veut dire qu'il y a, à mon avis, je regarde ça Oui. De loin, Vous mais êtes de un près ancien aussi. du RPR, Tout vous à fait, connaissez je les connais. acteurs. Je connais par cœur tout cela parce que je l'ai vécu. Oui. J'ai quitté en 2007, quand j'étais pas d'accord avec la décision de Nicolas Sarkozy de faire revoter par le Parlement le traité constitutionnel européen qui avait été rejeté par le peuple. C'était pour moi impensable de revenir sur la décision du peuple français. J'ai vu que je devais quitter le parti parce que j'étais mal à l'aise, je ne pouvais plus me regarder dans la glace. Je voyais qu'il prenait une orientation européiste, centriste, qui était contraire à mes valeurs gaullistes. Je suis parti. On a créé Debout la France, beaucoup m'ont rejoint, mais pas seulement des anciens UMP. Et cela prouve quoi? Cela prouve qu'au bout d'un moment, le fond, c'est-à-dire les valeurs qu'on défend, les décisions qu'on prend, l'emportent toujours sur les combinaisons politiques. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a deux types de républicains aujourd'hui. Il y a deux partis en un seul. Il y a les gens comme Renaud Muselier, qui sont plus proches d'En Marche, comme les parlementaires qui votent souvent des projets de loi du gouvernement, comme M. Estrosi, qui dit qu'il faut voter dès le premier tour de la présidentielle pour En Marche. Ils ont le mérite de l'honnêteté. Ils disent, nous, on est plus proche d'En Marche, donc ce n'est plus un parti d'opposition, c'est un parti de coalition. Et puis, il y a heureusement des hommes de conviction qui pensent pas la même chose. Je pense à Bruno Retailleau, qui a fait une très belle interview hier dans Le Figaro et qui exprime des idées qui sont très proches des miennes. Cela veut dire que il n'y a rien à voir entre un Muselier et un Retailleau, il n'y a rien à voir entre un Éric Woerth. Ça veut dire que le parti est en train d'exploser. Ça veut dire qu'il y a ces fameuses deux droites irréconciliables. C'est, je crois, au-delà de l'affaire des droites irréconciliables, la vision de la France. Est-ce qu'on a une France mondialisée, dirigée par un gouverneur de la France dans une Union européenne, c'est M. Macron? Ou est-ce qu'on a une France qui retrouve son indépendance, gaulliste? Ça ne veut pas dire la fin de l'Europe, ça veut dire une reconstruction de l'Europe, qui prend en main son destin et qui change de politique. C'est ça l'enjeu. Et je vois, et je dis notamment aux électeurs LR, je leur dis, rejoignez Debout la France, ou du moins, travaillons ensemble. Vous travaillez ensemble en Bourgogne, en Bourgogne-Franche-Comté. J'ai eu une sorte de vision, parce que, par exemple, en Bourgogne-Franche-Comté, c'est l'effet inverse de M. Muselier. On a un homme, M. Platret, maire de Châlons, qui a pris des positions audacieuses contre l'immigration, contre le communautarisme, qui, lui, au contraire, il ne veut surtout pas cette dérive vers En Marche. Et au niveau local, eh bien, les adhérents de Debout la France, les responsables de Debout la France ont vu en fait qu'ils avaient une proximité naturelle de cette ancienne famille gaulliste, RPR, pour ceux qui se souviennent, qui sont plus âgés, qui était patriotisme, justice sociale, effort économique. Et on fait une très belle liste ensemble pour gagner la région Bourgogne. Certains vous le reprochent. Certains qui étaient proches de vous, qui sont passés au Rassemblement National, vous le reprochent. Oui, mais je vais vous dire pourquoi, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que, en vérité, je ne me soumets pas à Marine Le Pen. Je garde mon identité gaulliste. Donc, ils voudraient nous enfermer entre Le Pen et Macron. Je maintiens que Le Pen est respectable, Macron est respectable, mais il y a peut-être le droit en France d'avoir une diversité politique et on peut ne pas résumer la France à deux partis, à deux camps. Et je maintiens que les idées que j'essaye de défendre et qui recueillent quand même, là, ça y est, 5, 6, 7% des voix, commencent à peut-être permettre de créer, de recréer ce que j'appelle le RPR du 21e siècle, c'est-à-dire un parti énergique, mais sans excès. Un parti énergique et sérieux. Et j'aimerais, je suis certain que ce qui se passe est très important. Et c'est pourquoi je tente en Bourgogne-Franche-Comté cette expérience, parce qu'en fait c'est la réunification de la famille gaulliste.
sur la défense de l'intérêt national. Alors vous lancez justement un grand appel, vous lancez un grand appel à toutes celles et ceux qui sont très à droite ou très à droite, et qui, pas obligatoirement à droite, patriotes, souverainistes, tout ce qu'on... Bon, il y en a à gauche. Peu importe. Il y en a à gauche, enfin pas beaucoup. Michel Onfray est un grand patriote. Bon. Oui. Vous appelez au rassemblement. Alors, j'ai vu la liste. Éric Zemmour, Bruno Retailleau, Marine Le Pen, Florian Philippot, Julien Aubert. Je donne la liste. Ouais. François-Xavier Bellamy, Michel Onfray, Philippe de Villiers, qui y a encore François Asselineau, Robert Ménard, David Lisnard. Est-ce qu'ils vous ont répondu? Vous leur demandez une union et une primaire pour le mois de décembre. Est-ce qu'ils vous ont répondu? Pas encore, ça date de samedi. Oui. Mais j'avais déjà lancé ça il y a un an. Je dis quoi? Je dis que c'est pas à Emmanuel Macron, c'est pas aux médias, c'est pas aux sondages. Médias. Ça y est, j'ai vu d'ailleurs que vous critiquiez les médias. Non, j'ai dit la partialité des médias. C'est pas aux médias, c'est pas aux sondages, c'est pas à des vieux partis claniques, ni aux partis politiques de choisir le champion qui affrontera Emmanuel Macron. Et je dis que finalement, la meilleure solution, ce serait, c'est un rêve, mais parfois les rêves deviennent réalité, ce serait que nos électeurs, les millions d'électeurs qui veulent l'alternance, qui veulent même plus que l'alternance, l'alternative, eh bien choisissent leur champion. Et si c'est Marine Le Pen, je m'inclinerai. Si c'est Bruno Retailleau, je m'inclinerai. Si c'est moi, je leur demande aussi de s'incliner, mes chers collègues. C'est-à-dire que dès le mois de novembre, on décide le champion. Et que ce soit le peuple qui décide. C'est une grande primaire ouverte. C'est ce qu'avaient fait, souvenez-vous, les Républicains. Oui. À l'époque, tout le monde pensait que Alain Juppé allait devenir président de la République. Il y a eu cette primaire, et c'est François Fillon qui est sorti du chapeau. Oui. Cela veut dire qu'il y a eu un vrai débat médiatisé. On a pu trancher. Après, il a échoué pour une autre raison. Cela veut dire que vous voulez exister et que vous ne voulez pas être dans l'ombre de Marine Le Pen, quoi. Si j'ai bien compris, Nicolas. Vous avez tout à fait compris. Oui. Je veux... Non, mais je vais vous dire pourquoi. Oui. Je ne veux pas revoir 2017. Je ne veux pas la réélection automatique d'Emmanuel Macron sur une sorte de duel construit par Emmanuel Macron pour survivre. Parce que si c'est Marine Le Pen, Emmanuel Macron sera réélu? En tout cas, c'est le scénario le plus facile pour Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, je remarque que 80% des Français, alors ça dépend des sondages, 70, 75, 80, ce qui est beaucoup, les trois quarts, allez. Oui. Les trois quarts des Français disent, pitié, on ne veut pas retrouver ce duel. Et que ce duel est un duel de rejet. C'est-à-dire, je l'ai d'ailleurs entendu, Marine Le Pen, le 1er mai, qui dit « Si vous votez Emmanuel Macron, ce sera le chaos ». Et puis Emmanuel Macron dit toute la journée, avec ses troupes, vous les entendez, oh, si c'est Marine Le Pen, c'est le chaos. C'est un choix de rejet, c'est-à-dire ce sont des votes de rejet. Est-ce que dans notre pays, au XXIe siècle, en 2022, au moment où la France est quand même, reconnaissez-le, en très grande difficulté, et où il y a besoin de réagir, est-ce qu'on ne peut pas offrir aux Français un vote d'adhésion? Et ce vote d'adhésion que j'essaye de proposer, je ne suis pas le seul, il y en a d'autres, c'est quoi? C'est un premier tour juste. Juste, c'est-à-dire où les Français se réveilleraient à la veille du premier tour et se diraient, tiens, notre vie politique a un peu changé. On élève le débat. Mais non, on n'est pas Nicolas dans Dupont-Aignan, elle est méchante, si il est méchant. Je vous écoute avec votre elle initiative. Elle est méchante, il est méchant. Avec votre vous croyez initiative, pas qu'on peut vous cherchez un élever le débat? remplaçant. Mais si, mais vous cherchez un remplaçant à Marine Le Pen. Oui, c'est vrai. Oui, vous cherchez un remplaçant à Marine Le Pen. Mais la différence, c'est que moi je ne dis pas c'est moi, je suis le meilleur. Je dis, ce sont nos électeurs, des millions de gens, qui doivent trancher. Le juge de paix, c'est pas vous, c'est pas les sondages, c'est pas des partis qui ont très peu d'adhérents, même le Rassemblement National a très peu d'adhérents, les Républicains n'en ont pas beaucoup, Debout la France n'en a pas plus que ça. Ce que je veux dire, la vie politique des partis, Jean-Jacques Bourdin, c'est beaucoup sclérosé. Ce ne sont pas à des machines politiciennes de détourner la présidentielle. D'ailleurs, les Français n'ont pas envie d'aller voter. Exactement. Vous le savez bien. Alors, vous avez bien compris. Est-ce que vous croyez que le duel... Est-ce que vous croyez sincèrement, matin, midi et soir, Macron-Le Pen, Le Pen-Macron, elle est méchante, il est méchant, c'est un choix digne de la démocratie française. Les Français n'en peuvent plus. L'abstention progresse. Je dirais même plus. Le dégoût de la politique progresse. Donc, je dis, soit une primaire ouverte qui va réveiller les Français, parce que ça serait intéressant de voir toutes ces personnes débattre. Et si toutes ces personnes vous disent non, eh ben, ça sera le premier tour, la primaire ouverte. Avec le risque d'abstention massif. Non, parce que si au premier tour, il y a de vrais débats, et si vous, pas vous,
Pas vous. Attendez, Alors, attendez, parce laissez-moi que finir ma phrase. Oui, allez-y. Non, vous savez pas ce que je vais dire. Vous savez pas ce que je vais dire. Oui, allez-y. Vous savez pas ce que je vais dire. Dites. Si les médias et les sondages ont l'extrême bonté démocratique de permettre un premier tour, un vrai premier tour, avant le second, je suis convaincu que les Français peuvent rebattre les cartes. Mais pour nous, je vous le demande. C'est pas une question de bonté, c'est une question de rigueur journalistique. Oui, la rigueur journalistique, et de déontologie. C'est de donner la chance à de nouveaux courants politiques. C'est pas obligatoirement moi. Enfin, ici, tout le monde l'a. Je ne mets pas en cause X ou Y. Je demande qu'on ne joue pas le second tour réducteur, stérile, enfantin, facile, avant un premier tour avec des vrais débats de société. Comment on relocalise en France? Comment on augmente le pouvoir d'achat sans déséquilibrer le pays? Comment on reconstruit nos services publics dans les zones rurales qui sont abandonnées? Ce que dit Bruno Le Maire, il dit ce qui est important, c'est le développement de la France, les solutions à apporter au pays, le bien-être des Français, pas la droite ou la gauche. Et il a raison. Il a raison? Mais bien sûr. Le général de Gaulle a inventé la présidentielle au suffrage universel pour dynamiter le régime des partis. Et ce régime des partis politiques a à nouveau kidnappé la présidentielle. Et le pays est suffisamment en crise pour qu'on réagisse. Et encore une fois, comment on produit en France? Vous avez vu les délocalisations dans l'automobile en ce moment? C'est terrible. Il y a des ouvriers hongrois qui sont venus en France, en Corrèze, être formés par les ouvriers français qui vont être licenciés. C'est tous les jours. La sécurité, l'immigration, les zones rurales abandonnées. Je vois les maires en ce moment pour les parrainages et je circule beaucoup à aller à leur rencontre et je vois combien 10 millions de Français qui vivent sur nos territoires sont abandonnés. Vous dites qu'il faut s'occuper de la France. Bah, peut-être. Mais pour s'occuper de la France, il faut prendre les Français en adultes. En adultes. Moi j'ai un projet et j'aimerais en parler pour que les Français se disent tiens, avec monsieur Dupont-Aignan, il est carré. Vous allez pouvoir en parler. Je vais. Il est carré, il nous dit pas en même temps. Il nous dit pas peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Il nous dit pas tiens, je suis copain avec En Marche parce que c'est une élection locale, mais je suis un opposant, mais je suis pas un opposant. Ce qu'a dit Muselier hier. Vous êtes copain avec les Républicains localement. Oui, mais moi c'est clair parce que c'est sur un projet, c'est sur des idées. Est-ce qu'on va faire de la politique sur des idées, des convictions, des valeurs? Ou est-ce qu'on fait de la politique sur de la soupe, la petite soupe des postes? Parce que c'est ça en fait, ils veulent sauver leur peau. Le Covid, lorsque Emmanuel Macron fait le choix de vivre avec le Covid, vous l'approuvez? Oui. Oui. Ça vous étonne? Non. Je l'ai toujours dit. Oui. Je l'approuve parce que je pense qu'en fait, on a eu tout faux. Autant le premier confinement était indispensable. Indispensable. Parce qu'on n'était pas prêt. Autant je pense qu'on va s'apercevoir que des couvre-feux à 19h, par exemple, n'avaient aucun intérêt, parce qu'il entassait les gens dans les transports, que la fermeture des commerces de proximité avec des conditions sanitaires rigoureuses n'avait aucun intérêt. En revanche, et j'insiste là-dessus, et là je suis pas inquiet, mais j'aimerais vraiment qu'on en ait conscience. Si on veut éviter une sortie de confinement ratée, et si on veut éviter un nouveau confinement, un quatrième, je demande vraiment au gouvernement d'employer les grands moyens scientifiques, séquençage, des tests, séquençage, comme en Angleterre. Non. Moins de 1%. Moins de 1% des tests positifs sont séquencés contre 30% en Grande-Bretagne. Il faut mettre le paquet sur le séquençage. Purificateur d'air, capteur de CO2 dans toutes les écoles, dans tous les lieux. On peut investir là-dessus vu le coût qu'a eu la crise. C'est vital. Lit d'hospitalisation pérenne, c'est-à-dire redimensionner l'hôpital public, parce que malheureusement des pandémies au XXIe siècle, on va en avoir. Et on ne peut pas vivre ce qu'ont vécu nos hospitaliers. En un mot, ce que j'aimerais, si vous voulez, et dernier point, j'oubliais l'essentiel. La vaccination. Non, bien sûr, mais elle est en cours. J'oubliais l'essentiel. La vaccination, vous étiez d'ailleurs un peu réticent. Oui, j'étais prudent, c'est vrai. Vous êtes vacciné d'ailleurs, au passage? Et vous? Oui, moi je suis vacciné, deux doses. Secret médical. Bon, moi je le dis. Pourquoi ne dites-vous pas? Je peux vous le dire, je l'ai dit 20 fois. Ce que je voudrais, je ne suis pas vacciné. Bon. Mais pourquoi? Je réfléchis. C'est mon libre arbitre. Non, mais c'est votre libre arbitre. C'est ma liberté. Pourquoi? C'est ma liberté. Oui, c'est votre liberté. À la liberté vaccinale. Non, mais c'est votre liberté personnelle. Oui, le conteste. Je le crois. Mais pourquoi? Et j'en ai assez de cette société qui veut percer tous les secrets médicaux, qui veut les mettre sur la place publique. Bon, vous me dites, je ne suis pas vacciné. Je ne suis pas vacciné, je verrai. Je n'ai pas d'opposition de principe. Vous avez une opposition de principe ou quoi? Non, je vous dis que je n'ai pas d'opposition de principe. Vous avez peur? Non. Je vais vous dire. Vous n'avez pas peur? Je pense que la vaccination, on doit avoir un recul important.
Deuxièmement, je pense Mais on qu'il faut l'a, la ce réserver. C'est un Oui. bénéfice-risque. Oui. C'est la médecine, bénéfice-risque. Et j'estime qu'il faut la réserver aux personnes en comorbidité, obésité, diabète. Donc ceux-là personnes peuvent fragiles. prendre le risque, mais pas vous. Ils assument leur risque, chacun assume Oui. son risque. Oui. Je reviens à une chose qui me paraît très importante pour la suite. Allez-y. Tester, on le fait. On a mis du temps, mais on le fait. Tracer les gens positifs, c'est-à-dire que je préfère qu'on prenne des mesures rigoureuses vis-à-vis des gens positifs, plutôt que d'enfermer tous les Français pour la troisième Donc fois. on les met en quarantaine. Quarantaine. Il faut y arriver. Parce qu'il faut que les Français comprennent, je le dis, que la liberté, et j'étais celui qui voulait le plus de liberté, pas de couvre-feu, pas de fermeture de magasins, je suis pour la liberté. Mais la liberté a une contrepartie. La contrepartie, c'est la prudence. Et la Et contrepartie, si on est plus prudent sur les entrées Oui. aux frontières avec de vraies quarantaines, en Oui. hôtel, avec de en vraies hôtel. quarantaines ou un pass sanitaire. non, pas, je vous Mais expliquerai pourquoi le pass sanitaire, mais en hôtel, 5 jours, avec double test. C'est la sécurité. Et à ce moment-là, le peuple français va pouvoir retrouver sa liberté. Or, on est toujours entre les deux. J'en ai employé un mot vulgaire, on embête la majorité des Français et on ruine le pays parce qu'on n'a pas eu le courage de dire, quand on est positif, on est rigoureux et on ne contamine pas les autres. Donc, moins de contraintes pour l'ensemble des Français, un peu plus Donc pour la 15 jours quand on est vaccination n'est positif. pas la solution. N'est pas la seule solution. Oui, enfin, c'est une solution. Je n'ai jamais dit. C'est Ce une n'est pas solution, la- mais c'est c'est une solution la première importante. des solutions. C'est une solution importante, mais ce n'est Oui. pas la seule. De Alors grâce. pourquoi ne pas participer à l'effort national en vous faisant vacciner? Pourquoi? Mais parce que j'ai C'est une encore le question libre de arbitre comme solidarité. des millions de Français. N'est-ce pas une question de solidarité? Parce que non, le vaccin n'empêche pas absolument la transmission. Non. Alors D'abord, arrêtez avec ça. Non. Alors vous dites... Le vaccin vous dites, empêche les formes je vous dis, graves. je ne me fais pas vacciner. Je prends mon risque. Donc je prends le risque Je prends mon risque. et j'assume de ne pas être solidaire avec le peuple français. Mais attendez, qu'est-ce que vous Je vous dites pose la Vous question. voulez dire que quand on ne se fait pas vacciner, on n'est pas solidaire? Ben, peut-être. C'est faux. Peut-être. Et c'est je vais faux. vous dire pourquoi c'est faux Alors et même allez-y, scandaleux. dites-moi pourquoi. Parce Dites-moi. que le vaccin protège des formes graves, selon les auteurs, mais le vaccin ne protège pas de la transmission. La dernière étude, la plus favorable au vaccin, Vous savez quelle... anglaise, et si je peux finir Oui. ma phrase, c'est un Oui. sujet important. La Oui. dernière étude, la plus favorable au vaccin, dit qu'elle réduit de 50% la transmission. Ça veut dire qu'il y a toujours la transmission. Alors, de grâce, on est en phase expérimentale. Je défends la liberté des Français. S'ils estiment que le bénéfice est supérieur au risque, il y a vaccination, notamment sur les personnes qui ont des risques vous savez à importants. quoi sert la J'ai le vaccination? droit d'avoir mon libre arbitre. Vous savez à quoi Et sert la vaccination aussi? On verra dans le temps. À désengorger les hôpitaux, à faire en Bien sorte sûr. qu'il y ait moins de monde dans Pour les les hôpitaux. personnes vulnérables, oui. Alors mais pas que pour les personnes Mais vulnérables. Arrêtez avec ça. Pas que pour les personnes tout vulnérables. cas, Mais vous le savez bien. J'ai mon Mais point de vue, je le garde. Bon, alors Nicolas Dupont-Aignan, je voudrais vous parler de Napoléon, Ah parce oui. que vous souhaitiez dire un mot, je le sais. Demain, célébration du bicentenaire de la mort de Napoléon Ier. Alors, Napoléon Ier suscite d'éternels débats, normal. ni repentance, ni déni, dit l'Élysée. C'est normal, le débat autour de Napoléon. C'est un le grand débat, homme ou c'est un homme qui finalement... n'était pas si grand que ça. C'est un géant de l'histoire, avec, comme tous les géants, Fossoyeur de la République. c'est un géant pour moi de l'histoire, Oui. qui a réconcilié les Français après la Révolution, qui a jeté les bases, les masses de granit dont il parle dans une sublime phrase, qui ont stabilisé la France, qui ont été exportées dans le monde entier, le Code civil, le préfet, les grandes écoles, le bac, la Banque de France, qui a structuré l'État. Il a eu des zones d'ombre. Quand Il on a regarde rétabli l'histoire, l'esclavage, et il a aboli la traite. infériorité des femmes très dans la loi. intéressant, très intéressant. Tout le monde parle de l'abolition de Oui. l'esclavage, et il a eu sans doute bien tort. Mais il a interdit la traite d'esclaves pendant les 100 jours. Donc ce que je demande, c'est qu'on juge l'homme, non pas a posteriori avec le regard de 2021, mais qu'on regarde notre histoire en face. Clémenceau, sur la Révolution, avec toutes ses atrocités, disait « Je regarde l'histoire comme un bloc ». L'histoire, c'est un bloc. Nos enfants doivent l'apprendre. On doit comprendre son passé avec ses failles, ses faiblesses, ses zones d'ombre, ses miracles et ses bonnes choses. Et ce que je regrette, c'est que parce que notre pays doute de lui-même, on cache la célébration. Et quand vous pensez que le tombeau de l'empereur va être fermé au public, les Français
qui ont le droit d'aimer Napoléon ou de pas l'aimer, qui ne pourront même pas accéder aux Invalides. C'est une cérémonie entre eux. Pour des raisons sanitaires aussi. Des raisons sanitaires, il n'y a pas assez de place sous le... Arrêtez. Non. Les Français qui voulaient aller rendre hommage à Napoléon ne pourront pas le faire. Une cérémonie en catimini. Vous savez ce que ça dénote ? Ça dénote un peuple, un pays, des dirigeants. Sur toutes les chaînes de télévision. Oui, peut-être. Mais réservé à quelques-uns. Ça traduit un pays qui n'ose plus regarder son passé, qui n'est plus fier de son histoire, qui ne sait plus ce qu'il défend. Moi, j'aime mon pays. Je n'accepte pas tout Napoléon, mais il a été un élément clé de l'histoire de France. Il est connu dans le monde entier. Et quand vous pensez que des chefs d'État étrangers voulaient venir et n'ont pas été acceptés, c'est incroyable. Cette honte de l'histoire de France. En 1921, il y a eu des cérémonies extraordinaires. C'est l'occasion de connaître son passé. Pourquoi on a honte de notre passé? On peut affronter l'avenir quand on connaît ses racines. Bien, merci Nicolas Dupont-Aignan. Je précise que demain, à votre place, je recevrai l'historien Jean Tullard, qui est le grand historien de Napoléon Ier et qui sera là pour nous parler de Napoléon Ier. Avec tout ce qu'il a représenté. Oui, le bien et le mal. Merci Nicolas Dupont-Aignan. Il est 8h54.